Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est la 7e et dernière vidéo que nous consacrons à la biographie de Pier Paolo Pasolini. Nous allons nous consacrer aujourd'hui aux 5 dernières années de sa vie, donc de 1970 à 1975. En 1970, Pasolini n'est âgé que de 48 ans et ça fait moins de 10 ans qu'il a commencé à réaliser des films. Vous vous rappelez qu'il était entré en cinéma assez tardivement. En cette très courte période, il a déjà réalisé une dizaine de chefs-d'œuvre, parmi certains films qui demeurent des classiques du cinéma européen. Donc pendant cette courte période, il y a eu une grande productivité artistique, une grande productivité cinématographique, mais Pasolini a également réussi à constituer une véritable œuvre, c'est-à-dire qu'on peut distinguer des thèmes qui lui sont récurrents, des mouvements qui lui sont récurrents. On peut même distinguer différents mouvements dans son œuvre. D'abord le cycle romain et puis le cycle mythique. En 1970, on l'a dit, il y a un tournant dans la vie personnelle de Pasolini, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher de Maria Callas et il voit Ninetto d'Avoli, qui était le symbole de ces années romaines, entre guillemets, s'éloigner de lui, donc un bouleversement émotionnel. C'est le moment qu'il choisit pour donner également un tournant à sa carrière cinématographique, puisqu'il va laisser derrière lui toutes les productions mythiques et commencer ce qu'on appelle généralement la trilogie de la vie. La trilogie de la vie est un ensemble de 3 films que Pasolini va tourner coup sur coup en 71, 72 et 73. Ces films ont tous en commun d'être des adaptations de grands classiques de la littérature. Alors il y a le Décaméron en 71 qui est une adaptation de l'italien Boccace, il y a les Contes de Canterbury en 72 qui est une adaptation de l'anglais Chaucer, et il y a Les Mille et une nuits en 73, donc qui est ce grand classique de la littérature arabe. Ces 3 livres ont en commun, donc ces 3 livres que Pasolini va adapter ont en commun d'être des récits enchâssés. C'est un récit dans lequel se présentent d'autres récits, donc une technique narrative bien spécifique que Pasolini va reprendre dans ces 3 adaptations. Ces 3 classiques ont également en commun d'évoquer la sexualité, parfois en termes très crus. Donc il va y avoir un gros virage idéologique dans la carrière artistique de Pasolini qui passe du mythique à l'érotique en quelque sorte. Chacun des films de la trilogie de la vie vont connaître un grand succès à la fois public et critique. Bon, ça c'est un peu moins le cas pour les Contes de Canterbury. Le public se presse dans les salles pour aller voir le Décaméron, les Contes de Canterbury et les Mille et une nuits. Ce succès public s'explique en partie par le mouvement de la libération des mœurs qui prend de l'ampleur en Italie au début des années 70. Le public donc voit les films de Pasolini, les films de la trilogie de la vie, comme une forme de manifeste de la libération des mœurs, comme on pourrait évoquer l'érotique, la sexualité vraiment plus librement. Or, Pasolini va renier cette compréhension de ces films et ça correspond à un moment de sa vie où il va connaître une forme de tournant idéologique. Alors, vous savez que dans la première partie de sa vie, dans la première partie de sa création, Pasolini avait adopté des positions plutôt libérales par rapport aux mœurs, c'est-à-dire qu'il avait par exemple réalisé Enquête sur la sexualité, un documentaire dans lequel il parlait ouvertement de sexe aux Italiens, où il s'était positionné pour une libération de l'homosexualité. Mais dans la fin de sa vie, il va se positionner contre la libération sexuelle, contre le divorce, contre l'avortement et prendre un virage idéologique que certains diront réactionnaire. Vous pouvez vous reporter aux entretiens que Pasolini accorde à Jean Duflos, dans une édition française, pour mieux le comprendre. Donc ce virage idéologique va l'amener à renier sa trilogie de la vie. Après y avoir consacré 3 ans, il va finalement décréter publiquement que ces 3 films ne correspondent pas à ce qu'il veut faire. Il va les rejeter de sa production artistique. Ce reniement de la trilogie de la vie va constituer une autre rupture dans le cinéma pasolinien. En 1975, Pasolini tourne effectivement un film très différent des œuvres qu'il avait fait précédemment. Il s'agit de Salo ou les 120 journées de Sodome. Alors, Salo ou les 120 journées de Sodome, qu'est-ce que c'est? C'est une réécriture des 120 journées de Sodome, l'œuvre controversée du Marquis de Sade, donc une œuvre française. Une œuvre française
du XVIIIe siècle que Pasolini va transposer dans le contexte de l'époque du fascisme italien. Donc une réécriture avec changement d'époque. On considère généralement Salo ou les 120 journées de Sodome comme le premier volet d'une trilogie de la mort, au contraire de la trilogie de la vie, car Pasolini va inclure tout autant, si ce n'est plus, les thèmes de la sexualité et de l'érotisme dans ce nouveau film qu'il réalise, mais en les liant cette fois non pas à des pulsions de vie, non pas à du comique, comme c'était le cas dans le Décaméron, les Contes de Canterbury ou les Mille et une nuits, mais bien à des pulsions de mort. L'érotique est lié au pouvoir, l'érotique est lié à la torture, ce qui donne un ovni cinématographique, un film qui n'avait pas de précédent et qui n'a pas eu ensuite de successeur en quelque sorte. C'est vraiment un gros classique du cinéma mondial, mais c'est aussi une œuvre très dérangeante, qui était d'ailleurs décriée avant même sa sortie en salle. Pasolini l'a tourné à Cinecittà et il a reçu des menaces d'extrémistes, il s'est fait voler des bobines sur le tournage, donc c'était déjà un film sulfureux avant même que le public n'ait eu l'occasion de le voir. Pasolini lui-même ne pourra jamais voir son film Salo ou les 120 journées de Sodome en salle, puisqu'il a été assassiné le 22 octobre 1975 à Ostie, donc c'est une petite station balnéaire proche de Rome, alors que Salo ou les 120 journées de Sodome était encore au montage. Il est mort dans des circonstances vraiment troubles qui, aujourd'hui encore, ne sont toujours pas élucidées. Ce qu'on sait de fait, c'est qu'il avait dîné le soir même en compagnie de Ninetto Davoli et de son épouse Patricia. Puis il est parti seul au volant de sa voiture et il aurait sollicité les services d'un jeune prostitué, Giuseppe Pelosi. Ils sont donc partis ensemble dans leur voiture et on a retrouvé au petit matin le corps de Pasolini effroyablement battu dans sa voiture. Les policiers ont retrouvé la trace de Giuseppe Pelosi qui n'a pas avoué dans un premier temps, a avoué ensuite, s'est fait emprisonner et en sortant, s'est rétracté. C'est vrai que les circonstances sont particulièrement troublantes, en particulier parce que l'état du corps et le fait qu'on ait retrouvé dans la voiture certains objets qui n'appartenaient ni à Pasolini ni à Giuseppe Pelosi laissent penser qu'il s'agissait en fait d'un meurtre commun. Disons que plusieurs criminels seraient intervenus. Le fait également que le criminel interpellé, donc Pelosi, ait avoué, se soit rétracté, etc., ne fait rien pour nous conforter dans l'hypothèse d'un meurtre de fait divers. Disons que l'explication à la base serait que ce jeune prostitué voulait de l'argent, il a simplement tué cette personne qui ne le payait peut-être pas assez ou qui lui demandait des choses qu'il ne voulait pas faire. Donc ça, c'est l'explication fait divers. Selon d'autres personnes, selon certains proches de Pasolini, il s'agit au contraire d'un meurtre politique qui pourrait avoir plusieurs explications. Tout d'abord, rappelez-vous que Salo et les 120 journées de Sodome était un projet cinématographique très décrié, qu'on avait volé des bobines de cinéma. Donc, une certaine hypothèse voudrait que le meurtre de Pasolini, donc ce meurtre dans des circonstances si troubles, soit lié au film. Que ce soit une forme de punition pour avoir tourné un film si sulfureux, en quelque sorte, si mortifère. Une autre explication voudrait qu'il s'agisse d'un meurtre purement politique. Effectivement, à l'époque, Pasolini est en train de rédiger un roman, Pétrole, qui restera inachevé et qui met en cause certaines franges de l'élite politique italienne de l'époque. Pour conclure cette série de vidéos consacrée à la biographie de Pier Paolo Pasolini, je voulais vous conseiller un ouvrage de référence. Il s'agit de la biographie que lui consacre René de Cecchati, que vous retrouverez chez Gallimard, c'est dans la collection Folio Biographie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.